Bonjour. Bonjour Mathias, bonjour Béatrice, Michel, Sophie, Emmanuel. Ouh là là, ça s'affole. Ah, alors, je suis plus Olivier, Noël, Nathalie, j'en attrape quelques-uns au passage. Désolée, ce sont les conditions du direct. La box a eu un petit souci au dernier moment, mais nous voilà prêts à vous accueillir. Donc vous êtes très très nombreux, vous avez été plus de 400 à vous inscrire. Donc là, actuellement, près de 200 personnes tout de même. Voilà, Pierre-Antoine qui dit bonjour aussi. La webconférence est sur le point de commencer. En écho. Ah, alors, je vais voir ce que je peux faire. Voilà. J'y retourne. Est-ce que c'est mieux pour le son? Est-ce que l'écho a disparu, Béatrice? Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Et voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Et donc, nous allons pouvoir commencer ce webinaire sur lequel nous sommes ravis de vous accueillir. Qui s'intitule donc Réforme de la formation professionnelle, comment adapter votre organisme. Toujours un écho. Pierre-Antoine? Oui, bonjour Marie-Hélène, bonjour à tous. Alors, visiblement, il y a un écho pour certains d'entre vous, c'est ça? Oui. Euh, Est-ce que les personnes qui ont un écho peuvent mettre oui dans le chat? Parce que j'ai certaines personnes qui me disent que le son est correct, que la connexion est bonne et pas d'autres. Donc, je pense que ça vient plutôt de, de vos ordinateurs pour certains. Je vais mettre un message d'ailleurs dans le chat pour prévenir les personnes qui ont un problème d'actualiser leur page, tout simplement. Donc, si vous m'entendez, vous pouvez actualiser la page. Et de mon côté, Marilène, je n'ai pas d'écho non plus, en fait. Le son est correct. Je vois que Laetitia dit que le son est OK. Karine dit que le son est parfait. Lofty dit que c'est bon. Nawel également. OK. Donc, je mets un simple message, Marie-Hélène, et puis vous allez pouvoir commencer en fait la webconférence et je vais inviter les personnes qui ont un problème à actualiser la page. Donc, oui, il y en a plein qui disent effectivement OK pour moi. Donc, Dans tous les bon, cas, bah, pour les écoutez, personnes qui ont un problème, Marie-Hélène, la webconférence est enregistrée, donc ils pourront avoir accès oui, au replay dans tous les cas. il y en a qui mettent déjà corriger après reload. Donc, voilà, Parfait. tout va bien. Super. Donc, merci beaucoup, Pierre-Antoine. De rien. Bah, écoutez, cette fois-ci, j'y vais. Donc, je suis Marie-Hélène Dini, je dirige l'organisme Formité. Je suis venue à créer cet organisme de formation. On en reparlera un peu plus tard de ma propre expérience en fait de dirigeante d'organisme de formation, ayant eu quelques difficultés, on va dire, il y a de ça quelques années, avec la précédente réforme de la formation professionnelle. Donc voilà, donc le titre c'est Réforme de la formation professionnelle, comment adapter votre organisme de formation. Donc actuellement, nous sommes dans un contexte extrêmement mouvant, variable et politisé. Je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment une des mesures phares du nouveau gouvernement. Et pour autant, cette réforme, elle fait suite à la réforme de 2014 et elle va dans la même ligne. Donc on va avoir toute une phase où on va essayer de comprendre déjà comment ça fonctionne et quelle est la philosophie de cette réforme. La philosophie reste la même qu'en 2014 avec une amplification puisqu'on demande une offre qualifiante et certifiante, des organismes certifiés qualité et des compétences qui sont au centre du système. Voilà, la préoccupation majeure, c'est quand même de se dire où va l'argent de la formation professionnelle et là où il va, il faut qu'il soit utilisé correctement et que les personnes en retirent des compétences réelles. J'ai l'impression, Pierre-Antoine, qu'on appuie en même temps. Ah d'accord, excusez-moi, ouais, j'ai dû appuyer en même temps, donc je vous laisse gérer ça et je m'occupe. Ça va aller.
Donc, les objectifs de ce webinaire. Donc, bah oui, on est dans la tradition de la formation, donc on a des objectifs. C'est un, de comprendre la réforme et son impact pour les organismes de formation, bien sûr. Ensuite, de voir ensemble comment et pourquoi on adapte notre organisme de formation. Je sais que on est nombreux à se dire, mais faut-il vraiment le faire? Qu'est-ce que cette réforme? Pourquoi? Est-ce que ça a vraiment du sens, tout ça? Voilà. Et ensuite, de voir bien sûr comment Formité peut vous aider. Bon, tout ça en 45 minutes. Voilà, on va laisser un peu de temps aux questions, donc ça durera probablement 1 heure avec les questions-réponses. Je vais laisser donc à chaque fin de séquence un espace questions-réponses. N'hésitez pas à ce moment-là à poser des questions et je prendrai quelques questions. À qui s'adresse ce webinaire? Bien sûr, à tous les organismes de formation, y compris de petite taille. C'est vrai que quand on regarde la structure des organismes de formation, on est nombreux à être petits, tout petits en fait. Donc ne croyez pas que la réforme ne s'adresse qu'aux gros et qu'il est impossible d'y aller. Les organismes de formation spécialisés dans des marchés, dans des niches, on verra pourquoi après, et enfin les centres d'alternance qui vont être très touchés via la réforme de la formation professionnelle. Donc, le sommaire, les 12 mesures pour bien comprendre l'esprit de la réforme. Ensuite, les 5 marchés qui s'ouvrent pour les organismes de formation. Et là, j'espère que chacun d'entre vous pourra se retrouver au moins dans l'un des marchés, voire plusieurs. Et enfin, une synthèse de tout ce que nous aurons vu ensemble. Donc, tout ça pour reprendre en fait le plan, après avoir balayé la réforme de façon générale, on fera un zoom sur la partie qui nous semblait la plus importante. Effectivement, il y avait plusieurs façons d'aborder cette réforme. Bon, si on prend l'intégralité, c'est pas un webinaire d'1 heure, mais c'est un webinaire de 3 heures. Donc du coup, on a décidé de zoomer sur l'impact pour les organismes de formation. Et du coup, de commencer à voir les adaptations qui vont être nécessaires pour les organismes de formation de façon à être au plus près de vos besoins. Mais avant, qui est Formité? Nous sommes une société qui est née en 2016, issue d'une expérience réussie. C'est vrai que moi, j'ai eu pas mal de difficultés avec mon premier RNCP il y a 5 ans. Et que ça m'a amené du coup ces difficultés à refaire un deuxième dossier RSCP dont cette fois-ci je me suis occupée personnellement pour pouvoir comprendre comment ça fonctionnait. Du coup, j'ai très vite compris, en fait, au vu des difficultés que j'ai eues suite au premier refus de RNCP, à quel point c'était stratégique pour mon entreprise. Et je me suis penchée sur le dossier, on a obtenu le RNCP, on a obtenu l'OPQF, et je me suis dit qu'il était important que moi-même je comprenne comment ça fonctionnait. Et, donc voilà. Et il y a eu aussi à la base de tout ça une vraie volonté en fait de nous aider nous en tant qu'organisme de formation et d'aider les autres parce que je pense qu'on peut continuer à faire notre métier comme on le fait actuellement tout en se soumettant à ce qui est demandé. On y reviendra plus tard. Donc, on accompagne les organismes de formation sur des audits, sur l'ingénierie de formation pédagogique, sur du référencement RNCP inventaire et bien sûr sur tous les labels qualité. Nous sommes tous des intervenants qualifiés, donc moi-même directrice d'un organisme de formation, mais aussi formateur au quotidien. Juriste aussi à la base, ça c'était dans un précédent métier, et puis des consultants hautement spécialisés en ingénierie de formation. Certains viennent de l'éducation nationale, ça nous aide à comprendre les demandes qui sont faites. Certains sont issus du monde de la qualité, ça c'est pour les labels qualité. Et bien sûr, Formité est aussi un organisme de formation puisque nous proposons une offre de formation. Le travail de Formité, c'est dans un premier temps d'aider les organismes de formation à comprendre ce qui se passe, puis les aider à trouver une stratégie. Ça, c'est important pour nous parce que ce qu'on a pu constater plusieurs fois dans les demandes au cours de nos 2 ans d'existence, c'est que parfois on vient et on nous dit, voilà, je voudrais par exemple un dossier inventaire, alors qu'en fait finalement c'est un dossier RNCP. On sait aussi que ça représente beaucoup de travail et beaucoup d'argent, toute cette adaptation, et que peut-être on peut essayer de l'étaler dans le temps. Moi, je sais que pour parler de mon expérience, que la première fois que je suis allée voir un consultant, je suis ressortie de 2 heures d'entretien avec 50 000 € de dépenses à faire et 2 ans de travail mis bout à bout.
Et là, je me suis dit, j'ai vraiment besoin que quelqu'un, à un moment donné, m'aide et me dise, bon, ça, c'est vraiment stratégique, il faut le faire tout de suite, ça, éventuellement, il faut l'étaler dans le temps, ça peut être fait après. Donc là, c'est vraiment le but de Formité et j'y tiens beaucoup. C'est de comprendre ce que vous faites, de comprendre quels sont les enjeux pour vous et de vous guider à travers ce labyrinthe de la réforme. Et donc ensuite vous accompagner bien sûr pour la mise en œuvre. Mais ça, on est nombreux à le faire. Qu'est-ce qui nous différencie? Ben voilà, au-delà des compétences, c'est l'accompagnement. Donc je viens de le dire, parfois j'anticipe un peu sur les slides à travers les conseils que nous allons vous donner. Et parce que nous savons que chaque cas est unique, ben nous avons décidé là de faire un panorama complet où chacun pourra s'y retrouver. Nous l'espérons en tout cas. Formité est en veille permanente, donc tous les jours, nous lisons le quotidien de la formation, nous suivons des webinaires, nous allons à des formations, voilà. Tout ça pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, ben, ce qui est voté, c'est la loi. Les décrets d'application, ben, je l'ai regardé encore ce matin, ils sont prévus ils vont s'étaler à partir de la fin du mois d'octobre jusqu'en 2019. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qu'on connaît, ce sont les grandes orientations, c'est ce qui va arriver. Mais on ne connaît pas encore exactement les modalités d'application. Il y a de nombreuses zones. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous recontacter même un peu plus tard ou si vous suivez ce webinaire en différé, à revenir vers nous à l'issue du webinaire pour pouvoir avoir de l'actualisation de l'information. Donc premier décret d'application, ça c'est quand même une information importante, sortiront au mois d'octobre, fin octobre, et beaucoup au mois de novembre aussi. Les 12 mesures, donc pour comprendre la philosophie de la loi, je pense que vous les avez tous vues, aussi je vais les balayer rapidement. Ce sont celles annoncées par Madame Pénicaud au mois de mars 2018. Donc tous les salariés verront leur compte personnel de formation crédité de 500 € par an. Ça, c'est quand même une grosse révolution puisqu'on passe d'un marché qui était en heures à un marché qui est désormais en euros, pour pouvoir choisir leur formation en toute liberté. Ça va être important aussi, puisque on verra plus tard, il va y avoir vraiment un choix de la part des utilisateurs directs, sans passer par les OCA, par l'entreprise, etc. Pour les salariés les moins qualifiés, 800 € par an, plafonnés à 8 000 €, donc tout ça est cumulable sur 10 ans, qui leur permettront aussi de changer de catégorie professionnelle. Donc là, il y a vraiment un coup de main aux personnes les moins qualifiées, y compris aux salariés qui sont donc à temps partiel, qui sont en majorité des femmes. Ils auront davantage de droits. Il est vraiment question qu'ils aient les mêmes droits que les salariés à temps plein, c'est-à-dire 500 € par an ou 800 €. Le CPF de transition apportera davantage de droits pour les formations longues. Oui, ça c'est l'intention et aujourd'hui on a peu d'informations, on le reverra plus tard. Les formations seront facilement accessibles et évaluées en toute transparence à travers l'appli mobile. Donc ça, c'est aussi important. On rentre dans un marché grand public. Un conseil en évolution professionnelle, oui, mais on ne sait pas encore exactement comment il sera choisi. On reviendra sur les modalités exactes. Les demandeurs d'emploi auront davantage accès à la formation, oui, mais on ne sait pas encore très bien comment. Les TPE, PME bénéficieront d'une solidarité financière des grandes entreprises pour faciliter de leurs salariés à la formation, oui, mais c'était déjà le cas honnêtement précédemment, puisqu'il y a une forme de mutualisation pour ces entreprises-là. On sait par exemple que les TPE de moins de 10 salariés reçoivent plus que ce qu'elles cotisent. Une seule cotisation pour la formation professionnelle est ce qu'il y avait avant, donc où il y avait avant 2 cotisations. La cotisation sera collectée par l'URSSAF. La simplification du plan de formation, on va voir ça plus tard, et libérer et encourager l'innovation pédagogique. Ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on se penche moins actuellement, puisqu'on est plutôt sur les côtés administratifs, mais je pense que pour nous, organismes de formation, c'est important et intéressant, et bien sûr, ça touche notamment le e-learning. Et donc, imaginez qu'on va ouvrir des portes sur d'autres façons de former, qui jusqu'ici étaient quand même relativement restreintes, et ça va donc, on va dire, nous stimuler dans nos innovations pédagogiques.
Alors, en résumé, donc 12 mesures pour résumer la loi, ça donne l'orientation. Le titre également donne vraiment l'idée, c'est la liberté de choisir son avenir professionnel. Il y a vraiment cette notion de devenir acteur de sa formation. Ce qu'on a constaté, c'est que jusqu'ici, y compris avec le CPF, finalement, tout passait encore par les entreprises. Ça, on essaye de mettre une fin à ça. Mais ça veut dire aussi, quand même, quelque part, ça je n'y reviendrai pas, donc je peux passer une minute ou deux dessus, que chaque personne va devoir devenir acteur de sa formation, et y compris, ça c'est moins dit clairement, mais c'est quand même ce qui est sous-tendu, mettre la main à la poche. Donc ça va ouvrir tout un marché aussi de particuliers et quelque part une évolution culturelle, puisqu'on n'est absolument pas habitué à ça en France, alors que ça existe dans tous les autres pays. Ça veut dire que les personnes devront également au moins participer au financement de leur formation. C'est donc une accessibilité de la formation pour tous. Et pour les organismes de formation, ça veut dire comment développer une offre adaptée à ça et quels sont les marchés qui arrivent. Donc, ce qu'on vous propose, nous, c'est justement de regarder sur ces 5 marchés. Avant, quand même revenir sur une idée globale qui nous a amené justement à faire ce découpage en 5 marchés. C'est qu'avant, et j'ai participé, puisque ça fait maintenant 15 ans que je fais de la formation professionnelle et que je dirige un organisme de formation. Avant, on avait un client potentiel et on se demandait comment on allait l'aider éventuellement à trouver un financement. On connaissait bien les différents financements. Maintenant, et on était capable de proposer un certain nombre de financements possibles. Donc, ça a commencé à se restreindre avec la réforme de 2014, puisqu'il y avait le RNCP, l'inventaire qui sont arrivés. Donc déjà, c'était un peu moins ouvert pour les organismes de formation qui n'avaient pas ces titres-là. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, la question, elle se pose totalement différemment. C'est-à-dire que on se demande en fait vers quel marché on va. Est-ce qu'on va vers les grosses entreprises, vers les petites entreprises, vers les particuliers, vers les gens qui sont en transition, enfin en reconversion professionnelle. Et ensuite, on adapte l'organisme de formation pour pouvoir aborder ce marché. Donc, je vous propose donc une réflexion dans l'autre sens, c'est-à-dire de se dire à quel marché s'adresse mon organisme de formation, lequel pouvant être bien sûr au pluriel avec marché également. Marie-Hélène, je me permets Oui, de on m'entend pas assez bien, c'est ça? simplement, je pense que le micro a peut-être bougé un tout petit peu puisqu'il y avait un grésillement, mais là, ça vient de s'arrêter, donc ça doit être bon. Ok, parfait. Donc les 5 marchés qui s'ouvrent aux organismes de formation. Les voici. Le marché des grandes entreprises, les plus de 50 salariés, le marché du CPF monétisé désormais, le marché du CPF de transition, ce n'est pas la même chose que le CPF pour les salariés, le marché des TPE-PME, moins de 50 salariés, et le marché de l'alternance qui va globaliser avec l'apprentissage. Déjà, sur tous ces marchés, il va y avoir un enjeu commun. Vous verrez, on a pris marché par marché, on a mis les opportunités et les dangers pour chacun. Pour tous les organismes de formation et donc pour tous les marchés, il y a quand même une formidable opportunité qui s'ouvre, c'est que la notion de formation va beaucoup évoluer. Comme je le disais tout à l'heure, elle peut être réalisée en partie à distance, donc c'est la porte ouverte à l'innovation. Elle peut également être réalisée en situation de travail. C'est-à-dire qu'en fait, on sort quelque part des 7 heures par jour, coupées avec la pause déjeuner, bon, parfois moins pour les organismes qui font des langues ou ce genre de choses, mais on sort un petit peu de tout ce formalisme, une salle, un formateur, des horaires de formation, des feuilles de présence, pour aller vers, on peut aussi former à distance, on peut aussi former en situation de travail sur le poste de travail. Donc ça, c'est vraiment un élargissement du marché potentiel de la formation. Donc ça nous a semblé être vraiment une opportunité pour nous, organismes de formation. Par contre, une difficulté supplémentaire qui pointe le bout de son nez à l'horizon, sur laquelle on n'a pas encore énormément de précision, mais ce serait effectivement une certification qualité obligatoire à compter du 1er janvier 2021. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le Datadoc. Demain, ce sera un label qualité. On ne sait pas encore exactement lesquels, puisque les critères seront fixés par France Compétences.
France Compétences qui n'existe pas encore aujourd'hui. Donc les critères admissibles pour les labels qualité seront fixés courant 2019, on pense, pour pouvoir ensuite donc choisir les labels qualité qui seront accrédités. On peut d'ores et déjà dire que de façon quasi certaine, l'OPQF sera dans l'eau. Ce serait très très étonnant que l'OPQF n'y soit pas. C'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, quand on a des clients qui nous demandent à faire un Datadog, très souvent, on les oriente directement sur un label qualité, ce qui évite de faire un Datadog maintenant et un label qualité un peu plus tard. Le marché des grandes entreprises. Donc, je l'ai dit, avant, c'était les plus de 300 salariés. Maintenant, ce sont les plus de 50 salariés. Donc, on abaisse le seuil de façon sensible. Donc, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne connaissaient pas le système, en fait, les plus de 300 salariés ont la possibilité de choisir en fait les formations sans pour autant avoir l'obligation de repasser par une OPCA. Donc, elles ont passé, on va dire, une convention disant qu'elles s'engageaient à dépenser un pourcentage de leur masse salariale en formation. Et moyennant quoi, du coup, elles ne sont plus astreintes, en tout cas, voilà, elles gardent une petite cotisation, mais pour une grosse partie, elles ne sont plus astreintes à la cotisation à l'OCA, qui, effectivement, elles cotisaient, ensuite on leur restituait leur budget. Maintenant, elles dépensent directement. Voilà, donc avec la réforme, c'est les plus de 50 salariés. Il y a une autonomie de la gestion de l'information, c'est ce que je viens d'expliquer. Et ensuite, une cotisation minimum qui reste quand même, c'est ce qui va permettre la solidarité avec les moins de 50. Un plan de formation qui devient un plan de développement de compétences. Donc là, on va faire un zoom là-dessus et un entretien professionnel qui est obligatoire. Donc, sur ce marché, avant, on avait un plan de formation. Et donc, on va retrouver exactement les mêmes rubriques qu'auparavant, avec en plus, et ça c'est intéressant, pourront être comprises comme étant des formations, l'événementiel, l'analyse de pratique, la supervision, le coaching, le travail collaboratif, les colloques, enfin, toute une série de choses qui jusqu'ici n'étaient pas considérées comme de la formation professionnelle. Ça veut dire que toutes les entreprises de plus de 50 salariés seront habilitées à compter dans leurs dépenses de formation toutes ces prestations qui ne l'étaient pas auparavant. L'entretien professionnel qui, lui, va devenir obligatoire tous les 6 ans pour les entreprises de plus de 50 salariés. Ça aussi, ça nous a semblé intéressant parce que ça met le zoom, en fait, sur la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'au cours de l'entretien professionnel, eh bien, les entreprises devront préconiser, enfin, soit mettre un abonnement, soit préconiser une formation. En tout cas, ça fera partie des 4 mesures qu'elles devront préconiser à la sortie, en préconiser au moins 2. Donc nous, on s'est dit que, évidemment, ça devait normalement déboucher sur encore plus de formations et des abondements de la part de ces entreprises. Donc peut-être on ne sera pas limité que sur 500 € par an sur le CPF de ces salariés. Voilà. Bon, après, je vous ai mis les sanctions, mais vous pourrez les regarder tranquillement. Vous recevrez bien sûr le PowerPoint à l'issue du webinaire. Donc, si on résume sur ce marché-là, le marché des grandes entreprises, plus de 50 salariés, ça peut être une formidable opportunité si on développe bien ses forces et son marketing. Voilà. Ce qui faisait la différence avant, c'était éventuellement les prises en charge. Il y avait des choix par rapport aux prises en charge. Maintenant, c'est vraiment un marché ouvert où il va falloir bien vendre, tout simplement. Les opportunités via l'entretien professionnel, puisqu'il y a des abondements, il y a des préconisations de formation. Puis je me suis dit aussi que quelque part, va falloir former tous ces managers à l'entretien professionnel. Et l'élargissement du marché à travers le plan de développement des compétences à d'autres types de formations, type coaching, supervision ou autre. Les dangers pour vous, organismes de formation qui travaillez sur le marché des grandes entreprises, du coup, c'est une déréglementation et une ouverture du marché à des prestataires qui ne sont pas forcément des organismes de formation, puisque a priori, on peut travailler sur ce marché-là sans même être un organisme de formation.
Et c'est aussi donc un marché qui ne repose plus sur les accréditations, mais sur la capacité à vendre. Ça fait donc quand même une grosse réforme pour les organismes de formation qui travaillent avec ce secteur-là. Donc, j'ouvre normalement une question-réponse. Bonjour Marie-Hélène. Oui, effectivement, c'est le moment de répondre à quelques questions. Donc, vous pouvez vous rendre dans la partie commentaires. J'ai une question de Marie qui demande si les conditions de la sanction sont fixées. Non, a priori non, j'ai rien vu là-dessus. Mais je veux dire que c'est encore un petit peu fouillis tout ça. Donc, D'accord. J'ai une question également de Perrine qui demande si l'entretien professionnel est tous les 2 ans. non, a priori c'est prévu tous les 6 ans. Très bien. Pour toutes les personnes qui demandent s'il sera possible de recevoir le PowerPoint, je vous confirme qu'il sera bien envoyé à ceux d'entre vous qui resteront jusqu'au bout du webinaire et que le webinaire sera disponible en replay durant 72 heures dans un premier temps. Il y a également Alors là, je Christine. voyais une autre question sur les labels qualité, excusez-moi, Pierre-Antoine, sur les certifications et labels à nous recommander pour les petits organismes de formation. Écoutez, nous, on va beaucoup sur l'OPQF actuellement parce qu'on ne sait pas, et ça répond à une autre question que j'ai vue passer, qui était, sait-on déjà quels sont les labels qualité qui seront retenus? Mais non, puisque les critères ne sont pas fixés. Mais voilà, ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est qu'il serait vraiment très étonnant que le PQF, qui émane quand même de la FFP, donc de la Fédération française de la formation professionnelle, ne soit pas dans le lot. Donc actuellement, nous, on met beaucoup sur l'OPQF, honnêtement. Voilà. Les demandes de CPF ne seront adressées à qui? Je vois plein de questions en fait sur le CPF, etc. Mais écoutez, je vous propose justement d'aller sur le CPF monétisé, comme ça peut-être ça va répondre déjà à une partie de vos questions. Donc sur le marché du CPF non monétisé, donc au jour d'aujourd'hui, il y a des listes, vous le savez peut-être, hein, c'est parfois très compliqué d'être inscrit sur ces listes, c'est-à-dire que non seulement il fallait avoir un titre RNCP ou inventaire, mais ensuite avoir une inscription sur les listes des branches professionnelles ou sur la COP-ANF si vous avez des formations nationales. Ce sont les OPCA qui gèrent le coût, puisque il y avait un coût minimum, et puis souvent les OPCA abondaient jusqu'à 60 euros de l'heure. Et bien sûr, le CPF était comptabilisé en heures à hauteur de 24 euros, 24 heures par an. Et on est déjà en euros. Avec la réforme, l'enregistrement sur les listes branches Copanef et Coparec disparaissent. A priori, à compter du 1er janvier 2019, mais bon, on ne sait pas encore. En tout cas, ça devrait disparaître courant 2019. Ça, c'est un véritable quand même soulagement parce que c'était vraiment parfois très très difficile d'obtenir l'inscription sur une liste. Le financement du CPF est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Donc, ça veut dire qu'en fait, chaque personne qui est titulaire d'un CPF pourra prendre sur son compte et verser à l'organisme de formation. Et donc, bien sûr, la grosse révolution, c'est que maintenant, le CPF, ce sont des euros et non plus des heures. Les formations éligibles au CPF, eh bien, écoutez, ça ne changera pas, et ça, c'est important de le dire. C'est pour ça qu'on a remis un slide, ou une slide là-dessus, parce que on pouvait penser à un moment donné que effectivement le RNCP ou l'inventaire ou autre allait disparaître, mais pas du tout. C'est complètement renforcé, même s'il y a quelques modifications puisque l'inventaire va devenir la liste d'éligibilité. Mais tout ce système-là est maintenu et comme vous pouvez le voir, avec les mêmes parfois exonérations pour les non certifiantes, avec la VAE, le bilan de compétences, le code de la route, l'accompagnement à la création d'activités et les formations bénévoles. Donc voilà, on retrouve exactement les mêmes choses. Donc sur ce marché, pour nous, on a identifié un certain nombre d'opportunités pour nous, organismes de formation. C'est l'accessibilité du salarié ou du bénéficiaire, la désintermédiation. Plus besoin d'accords, etc., comme on pouvait parfois le connaître avant.
Donc, c'est l'ouverture d'un marché, pardon, grand public. La suppression des listes établies par les branches professionnelles, ça, c'est vraiment, je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose en moins et qui est un bon moins pour nous. Et les possibilités d'amendement du CPF via l'entretien professionnel notamment. Quelques dangers quand même, c'est vrai que, enfin en tout cas, nous on fait partie des personnes qui réfléchissent à ça. C'est comment travailler avec 500 euros. Voilà, ce qui est dit, c'est aussi que maintenant que c'est de l'argent, il y a deux possibilités en fait. Soit les personnes vont cumuler pendant 10 ans. On sait que les Français aiment bien le bas de laine, donc c'est aussi une des possibilités. Donc cumuler pendant 10 ans pour pouvoir payer une formation, soit elles vont devenir très très sensibles au coût en fait, alors qu'avant c'était des heures, ça n'était pas forcément très net. Là maintenant, il y a aussi une possibilité pour qu'elles dépensent annuellement leur budget et qu'elles cherchent des formations à 500 euros. Du coup, ça pourrait représenter une nécessité pour les organismes de formation de développer des offres à vraiment à bas prix avec notamment du e-learning. C'est vrai qu'on parle beaucoup, de plus en plus de social learning. Voilà, donc ça, c'est des domaines dans lesquels nous, on est en train de commencer, démarrer des formations, se spécialiser, voilà. Donc c'est une autre pédagogie, c'est vraiment une autre façon de faire. Et il ne s'agit pas simplement de mettre le contenu qu'on mettait en cours sur les slides ou sur des vidéos, ça ne fonctionne pas, ça reste très ennuyeux. Il y a vraiment une autre façon de travailler avec des communautés d'apprenants, des formateurs qui sont des animateurs de communautés, calqués en fait sur le modèle des réseaux sociaux. Voilà. Donc les dangers, ben, c'est comment faire si les particuliers se décident pour aller chercher donc des formations à 500 euros, ça va mettre une sacrée concurrence entre les organismes de formation et ça risque bien de les pousser à travailler ben, sur des formations avec des coûts moindres et notamment beaucoup de e-learning. Des plafonnements à 5 000, 8 000 euros et les formations qui dépassent ce financement, rester dans ce montant, dépasser, comment est-ce qu'on va gérer ça? La conversion des heures en euros, bon, a priori, c'est annoncé au 1er janvier 2019. C'est vrai que là, le temps avance et les premiers décrets vont tomber fin octobre, début novembre. On commence vraiment à se demander, mais bon, si ça va vraiment être au 1er janvier. Mais enfin, de toute façon, à un moment donné, ça va tomber et ce sera 14,28 euros de l'heure. Ça veut dire que toutes les personnes qui n'auront pas dépensé les heures de leur CPF, eh bien, auront une conversion à un taux de 14,28 euros. C'est la raison pour laquelle j'encourage toutes les personnes qui ont un CPF, y compris nous, parfois on n'y pense pas, à le dépenser relativement rapidement, surtout si vous dépendez d'OPCA qui abondent généreusement derrière. Les dangers, l'éligibilité des formations au CPF, donc on est de nouveau et on reste dans des dossiers RNCP, inventaire ou autres. Et puis l'appli mobile qui va être une vraie mise en concurrence puisqu'il est question en fait de mettre derrière et de rendre public les taux d'insertion, les taux d'utilisation de la formation, etc. Donc là aussi, on passe d'un marché on va dire, qui était B2B à B2C. Hein. C'est-à-dire qu'avant, très souvent, même le CPF était en fait un peu aidé, guidé par les entreprises. Ça ne sera plus le cas demain. Alors, des questions peut-être sur ce marché. Comment on inscrira ces formations au CPF eh bien, tout simplement en ayant un titre qui débouche sur le RNCP ou de l'inventaire, ou alors les non certifiantes que j'ai montré tout à l'heure. Et ensuite, ça se fera sans doute comme ça se fait actuellement via des inscriptions du titre et de la formation sur le CARIF et ça remonte automatiquement sur mon compte formation. En tout cas, c'est ce qui se fait actuellement. Comment vont être gérées les demandes de formation sur le premier semestre 2019? Grosse question, même les OPCA qui deviendront des OPCO, donc des opérateurs de compétences, ne le savent pas au jour d'aujourd'hui. Le plan de formation, il reste, mais il y en reviendra. Je l'ai dit tout à l'heure et j'ai un trou de mémoire, mais il porte un autre nom, mais ça reste quand même d'actualité. Comment on s'inscrira à ces formations au CPF? Ça, je l'ai déjà dit. Vous voyez d'autres questions, Pierre-Antoine? Je suis désolée, hein, comme je suis en train de lire aussi mes slides et d'animer, je ne vois pas forcément toutes les questions. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, il y a eu quelques questions un peu plus haut dans la discussion. Par exemple,
Martine demande s'il est obligatoire pour les petits organismes d'avoir un label préalable pour pouvoir être certifié par France Compétences. En fait, c'est pas avoir un label préalable. Non, non, ça n'a rien à voir. En fait, France Compétences, en fait, la CNCP sera incorporée dans France Compétences. Et donc là, tout ce qui est RNCP, inventaire, donc liste d'éligibilité sera géré par France Compétences. Mais par contre, label qualité, bah, actuellement, le Datadoc suffira pour l'instant. Voilà. D'accord. J'ai également Élise qui demande qu'est-il entendu par un abondement au CPF? Ça veut donc dire, bah, actuellement, en fait, les OCA, je crois qu'on était sur 9 euros de l'heure, c'était le seuil minimum, mais on avait des OCA comme le FAFIEC qui montaient jusqu'à 60 euros de l'heure, c'est-à-dire qu'elles abondaient 50 euros de l'heure. Et l'abondement, il est prévu que, en tout cas pour les entreprises de plus de 50 salariés, sera fait directement par l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on pourra verser de l'argent tout simplement sur votre compte CPF, pour être plus clair et voilà. D'accord. Il y aura Une également, si formation vous voulez, en haute conversation. certifiante à 500 euros, oui, qu'en pensez-vous? Ben, ça, c'est tout notre challenge actuellement. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Je pense que ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que la réforme, elle va pousser aussi les personnes, donc les individus qui sont titulaires d'un compte CPF, à mettre aussi de leur poche. C'est vraiment vers ça qu'on va. Marie-Hélène, il y a eu quelques questions concernant les blocs de compétences. Si c'est possible de développer un peu sur les listes de blocs de compétences, Oui, notamment où est-ce qu'on peut les trouver peut-être. oui. Alors, les blocs de compétences, effectivement, sont des blocs des titres RNCP. Donc, quand on dépose un titre RNCP, on dépose en général des blocs, c'est-à-dire qu'on dit qu'on peut obtenir ce titre en plusieurs parties. Par exemple, je sais pas moi, si on prend, bah, par exemple, celui que je connais bien, moi, c'est le coaching au jour d'aujourd'hui. Il y a toute la partie accueil du client, présentation de l'activité et première phase d'écoute et diagnostic. Et puis il y a une deuxième phase qui est l'aide et la résolution du problème avec le client. Puis une troisième qui concerne l'installation du coach, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, chez nous, les personnes peuvent passer des titres en plusieurs petits morceaux, en fait. Et ça constitue un bloc de compétences. Ça veut dire aussi que du coup, on peut obtenir des financements ou des codes CPF pour des blocs de compétences. Ça résout peut-être d'ailleurs un des problèmes dont on parlait tout à l'heure, quand on disait des formations certifiantes pour 500 euros. Peut-être pas, mais des blocs, on peut imaginer que les personnes passent des blocs, en fait. Bloc par bloc, année par année. Voilà. Je me permets d'intervenir. Il y a, comme vous le voyez, chers dirigeants qui êtes connectés, il y a énormément de questions. On est plus de 200 connectés, donc on ne pourra pas répondre à toutes les questions évidemment là maintenant. Un rendez-vous vous sera proposé à l'issue de la webconférence, donc peut-être Marie-Hélène que vous pouvez continuer ou encore répondre à deux trois Oui. questions pour rester dans les temps. Oui. Formation courte professionnalisante et RNCP, possible. Oui, si ça débouche sur un métier. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, sur le RNCP, la formation n'est pas regardée. En fait, ce sont les compétences à l'issue et ce que ça permet d'accéder à un métier qui sont regardées et non pas la durée de la formation. Euh, Le coaching sera au CPF, oui, ça je connais bien. Après, je vous propose effectivement, comme le dit Pierre-Antoine, parce que les questions défilent, je ne peux pas répondre à tout si je veux vraiment tenir mon timing. Et déjà, je pense que je suis un peu en retard. Ouais, Je effectivement. vous invite vraiment à prendre, vous aurez à la fin du webinaire une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseils en formation professionnelle et qui peuvent vous guider et répondre à vos questions. Donc, je passe au marché du CPF de transition. Vous allez voir, c'est plus court parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a très peu d'informations en fait. Les fonds GESIF seront reconduits. J'ai vu des questions sur les fonds GESIF jusqu'à fin 2019. Ça, maintenant, c'est officiel. Il était question qu'ils arrêtent au 31 décembre 2018, mais finalement, le dispositif n'étant pas prêt, ça sera fin 2019 et je crains que pour un certain nombre de choses, ce soit comme ça en fait. On annonce 1er janvier 2019, finalement, ça va se proroger. Le CPF de transition, donc ex-CIF en fait, sera lui débloqué sur l'avis d'un conseil en évolution professionnelle.
La question, c'est qui seront les conseils en évolution professionnelle. Alors pour les demandeurs d'emploi, on pense qu'on les connaît déjà, ce soit Pôle emploi, APEC, mission locale. Pour les salariés, ben, c'est pas évident. On parle d'un appel d'offres qui sera fait courant 2019 sur des critères non encore définis et qui seront définis par France Compétences. Donc vous voyez, ça reste encore très flou. Donc qui va décider de débloquer ce CPF de transition pour les salariés, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas exactement. Et en plus, on ne connaît pas le montant. Donc ça reste quand même une mesure assez floue. Les opportunités, c'est les mêmes que le CPF avec des budgets plus importants, sauf qu'il n'y a pas de déblocage immédiat. Mais par contre, une fois que c'est débloqué, on imagine que les personnes pourront quand même choisir leur organisme de formation. Et ça, pour l'instant, on ne le sait pas encore. Sur le marché du CPF de transition, les dangers, c'est l'accessibilité au dispositif, puisqu'on ne sait vraiment pas qui vont être le CEP et comment ça va fonctionner. Et il y a peu de critères connus de validation du CPF de transition. Donc au jour d'aujourd'hui, ça reste encore très flou. Je pense que c'est la raison pour laquelle on a décidé de proroger les fonds GESIF jusqu'à fin 2019. Je vois passer des questions. Le bilan de compétences sera-t-il au CPF? Oui, mais on ne sait pas à quelles conditions. Le coaching pourra être éligible au CPF? Non. Le coaching pourra être éligible. Alors, la formation au coaching pour devenir coach, oui. Le coaching, non. Il sera éligible pour les entreprises de plus de 300 salariés, de plus de 50 maintenant, pardon, qui, elles, pourront choisir dans quoi elles investissent leur budget de formation. Quid des entreprises de moins de 50, comment va se passer le plan de... Alors, les moins de 50, j'y reviens juste après. Comment les petits OF peuvent se faire aider pour rendre ces formations éligibles au CPF? Ça, c'est un peu l'enjeu de Formité, c'est donc de vous accompagner à remplir les dossiers. Je reviens encore là-dessus, mais je pense que c'est important. Ça semble impossible au départ. Nous, notre but, c'est non seulement de vous aider à les faire, mais aussi que vous vous appropriez la démarche, que vous compreniez bien comment ça fonctionne, d'ailleurs que vous soyez capable de reproduire. Je dirais, tout en ne vendant pas notre âme. Enfin, pour moi, l'idée, c'est vraiment que on reste des formateurs, on reste des pédagogues, et que même si on nous impose actuellement de rentrer dans des cases, de remplir des dossiers, tout ça, ça ne touche pas en fait ce qu'on fait en salle, voire même parfois ça l'améliore, parce que très honnêtement, finalement, jouer le jeu et rentrer dedans et le faire, ça nous a permis à nous de vraiment améliorer aussi un certain nombre de points. Que deviennent les CPF-FP? De mémoire, les CPF-FP sont inscrits à l'inventaire actuellement, donc ils vont se maintenir. Voilà, donc ça c'est ma réponse. Pour inscrire formation RNCP, faut-il déployer 3 groupes? Oui, minimum, oui, mais ce sont pas 3 années, ce sont 3 groupes. En attendant, on peut prévoir un rattachement à un autre titre RNCP existant, mais ça, on peut vous renseigner là-dessus et vous aider. Voilà. Où trouve-t-on ces dossiers? Là, je suis désolée, je ne comprends pas la question. Où trouve-t-on ces dossiers d'éligibilité au CPF? À la liste d'éligibilité, ce sera pour l'instant l'inventaire, la liste inventaire qui sera remise dans le dossier d'éligibilité. Bon, écoutez, je vous propose de passer un petit peu à la suite, s'il n'y a pas de questions là-dessus. Le marché des TPE, PME. Donc là, c'est les moins de 50 salariés. Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions. Donc là, ça reste encore une niche en fait, assez intéressante peut-être, parce qu'il ne faut pas avoir de RNCP, il ne faut pas avoir d'inventaire, il n'y a pas cette notion de titre à la fin. Je dirais pas d'accréditation, si ce n'est quand même pour pouvoir travailler avec les OPCO, hein, parce que les OPCO, en fait, les OPCA vont donc devenir des OPCO. Et dans leur rôle, elles vont des budgets formation des moins de 50 salariés. Donc, pour travailler avec les OPCO, il faut quand même un numéro de déclaration d'activité et un Datadoc et éventuellement, à l'horizon 2021, enfin, c'est pas éventuellement, c'est quasiment sûr, un label qualité. Donc, le Datadoc va être peu à peu remplacé par le label qualité. Les dangers qu'on a identifiés, c'est qu'éventuellement, les budgets ne sont pas forcément énormes.
Ceci dit, bon, quand on les cumule les uns derrière les autres, ça peut quand même représenter un chiffre d'affaires sur l'année. Ils sont actuellement de environ 3 000 euros par an et des questions qui seront encore renforcées par an et par entreprise. Voilà. Donc là, voilà, il y a quand même encore pas mal, je le disais au début, en introduction, on est nombreux à être des petits organismes de formation qui travaillent aussi avec des entreprises de moins de 50 salariés, ce qui est quand même déjà des entreprises d'une certaine taille. Et donc là, il y a encore moyen de continuer à vendre sur ces marchés-là. Voilà. Je vois des questions, donc avant de passer au marché de l'alternance et au big bang, on va dire, de l'apprentissage, il ne faut pas de RNCP parce que effectivement, il n'est pas demandé pour vendre à ces entreprises-là. Je ne parle pas des gens qui y travaillent, puisque eux ont un CPF, mais je parle de l'entreprise en direct. On n'a pas besoin d'avoir un titre RNCP. Ceci dit, ça constitue quand même un atout commercial. La... Pourquoi précisez-vous pour les plus de 50, l'analyse de pratique ne rentrera pas dans le plan des moins de 50? Non. Juste avant que la question disparaisse, ça ne sera pas le cas, non, pour les moins de 50. Bon, il n'y a pas d'élargissement pour les moins de 50. Je passe au marché de l'alternance. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, notamment pour l'apprentissage. Donc l'idée, c'est que l'apprentissage, c'est quelque chose qui fonctionne pas très bien et que par contre, on a à côté de ça l'alternance qui fonctionne très très bien. Peut-être que vous avez suivi mon raisonnement ou ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que du coup, on va essayer de caler l'apprentissage en fait sur le fonctionnement de l'alternance. Les idées, c'est rendre l'apprentissage plus attractif et faire de l'alternance le cœur de l'enseignement professionnel avec l'apprentissage. Donc, les organismes de formation vont pouvoir devenir des CFA. Donc, il n'y a plus d'autorisation administrative, il n'y a plus de quête de budget, etc. C'est vraiment une demande auprès de la directe avec une certification, comme le précise la loi. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est encore pas très clair non plus. Mais en tout cas, l'idée, c'est que les organismes de formation pourront devenir des CFA. Le budget consacré à l'alternance et à l'apprentissage est augmenté. Enfin, avant, c'était l'alternance, mais il va être augmenté. Donc là, plus d'argent. Et ça va concerner aussi un public plus large, puisqu'on va monter jusqu'à 29 ans révolus, donc presque 30 ans. Donc, plus de personnes concernées. Des dangers, donc il va y avoir la concurrence de l'apprentissage pour les organismes de formation qui font de l'alternance au jour d'aujourd'hui. Quoique eux-mêmes, connaissant bien le marché, vont aussi pouvoir relativement facilement, semble-t-il, accéder à la notion de CFA. Donc, il ne faudra pas oublier qu'à partir de 2020, les CFA bénéficieront de fonds attribués par les opérateurs de compétences, mais en fonction du nombre d'apprentis. Ce ne seront plus des dotations, ce seront maintenant en fonction du nombre d'apprentis qui se forment là, et le coût du contrat d'apprentissage sera fixé au niveau national par les branches professionnelles. Donc là, on attend, on ne sait pas, mais voilà. Donc, ce qui est clair, en tout cas, c'est que le marché de l'apprentissage va s'ouvrir à beaucoup plus d'opérateurs qu'il n'y en avait jusque-là. Et un certain nombre d'organismes de formation pourront donc, du coup, accéder à ce marché-là et fonctionner comme des centres d'alternance. Non, oui, effectivement, les plus de 30 ans ne pourront plus y accéder. Donc, le marché de l'alternance. Pour créer son CFA, numéro de déclaration d'activité, certification selon la loi, on attend les critères exacts, mentionner l'activité dans les statuts, remplir des émissions inhérentes au CFA, contrôle continu, accompagnement des apprentis, poursuite de la formation pendant 6 mois en cas de rupture de contrat. Et puis aussi, une nouveauté, c'est que les rythmes de formation ne coïncideront plus avec l'année scolaire. Voilà. Avant de passer à la synthèse, je regarde s'il y a des questions donc sur cette partie-là. Si, il existera une distinction entre alternant et apprenti, mais simplement, effectivement, le fonctionnement de l'apprentissage serait calé sur le fonctionnement de l'alternance. Certaines OPCA ne prennent plus en charge des entreprises de moins de salariés pour le plan de formation, pas au courant. Donc là, vous avez peut-être une information que nous, on n'a pas. Si, ça va être maintenu.
Les RQTH, alors Caroline, alors là je suis désolée, mais RQTH, je ne sais pas ce que c'est. Le contrat de pro. Ah oui, ça c'est une bonne question. Le contrat de pro, ben écoutez, on a failli lui couper la tête. Il est question qu'il y ait un dispositif qui le remplace, mais c'est pas encore très défini. Pendant un temps, pendant 6 mois, on a entendu il va disparaître. Peut-être pas. Là, je parlais de la période de pro, pardon. Le contrat de pro, non, il disparaît pas. C'est la période de pro, donc il a été question longuement de l'enlever. Maintenant, on a des échos comme quoi ce serait maintenu, mais on ne sait pas encore exactement sous quelle modalité. Ah, les RQTH. Alors ça, je ne sais pas. Je suis désolée, là, c'est trop spécialisé. C'est une recherche que nous, on peut tout à fait faire, mais je ne peux pas répondre à cette question-là maintenant tout de suite. Par contre, on a bien sûr toute la base documentaire Centre Info. Le Fafi, oui, c'est bon, merci RQTH, merci beaucoup. Donc, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Pour l'alternance, les mêmes formations qu'auparavant. Ok, je m'arrête là pour les questions parce que je voudrais vraiment avancer. Donc, on a fait une synthèse en fait, hein, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit. Pour tous les organismes de formation, élargissement de la notion de définition de formation. J'ai vu que j'avais beaucoup de questions sur la supervision, le coaching, ça veut dire qu'on ne pourra pas le faire. Non, ça veut dire qu'on ne pourra pas le faire sur les moins de 50. Mais par contre, pensez bien à cette possibilité d'élargissement, c'est-à-dire faire de la formation à distance, faire de la formation sur le lieu de travail, etc. Les modalités peuvent beaucoup s'agrandir. Et bien sûr, le danger pour tous les organismes, c'est ce fameux label qualité qui risque d'arriver. Qui va arriver. Pourquoi je dis à chaque fois éventuellement au risque? Non, ça va arriver. Le marché des grandes entreprises, accroissement, élargissement du marché et des nouvelles formes de formation, c'est bien sûr les plus de 50 qu'on retrouve tutorat, coaching événementiel, l'entretien professionnel avec des abondements, avec les gens qu'il va falloir former pour faire ça. Les dangers, c'est l'accroissement de la concurrence puisque ça ouvre le marché à des entreprises qui n'ont pas forcément le numéro de déclaration d'activité. Marché élargi qui repose sur la capacité à vendre et non plus sur l'accréditation. C'est ma conclusion. Sur le marché du CPF non monétisé, on passe d'un marché géré et réglementé en partie par les OPCA au Pôle emploi à un marché tenu par le grand public. Ce marché restera soumis à l'accréditation des formations au RNCP ou à la liste d'éligibilité. On ne pourra pas vendre autrement, sauf les exonérations VAE, code de la route, voilà, que vous retrouverez dans les slides. C'est un marché grand public avec le danger potentiel de la mise en concurrence directe. Le passage d'heures en euros, ça risque d'amener effectivement les personnes à aller chercher le meilleur rapport qualité-prix, avec probablement des prix en baisse et donc des coûts par voie de conséquence aussi en baisse. Et la conclusion, c'est la modification profonde sans doute des méthodes pédagogiques type e-learning et des méthodes de vente sur ce marché. Sur le CPF de transition, les opportunités, c'est sans doute qu'il va y avoir des budgets relativement importants avec des formations longues. Ça reste encore très flou. Après accord du CEP, quels critères, on ne sait pas trop. Le marché des TPE, PME, moins de 50 salariés, reste quand même encore une niche sur laquelle on a besoin de peu d'accréditation. Mais avec des budgets qui ne sont pas forcément énormes. Le marché de l'alternance, là, ce qu'on voit, c'est surtout l'ouverture à l'apprentissage pour les organismes de formation. Donc, les conclusions, c'est que ce sont 5 marchés qui s'ouvrent aux organismes de formation, comme on vient de les décrire là. L'idée, c'est donc de se retrouver dans un ou plusieurs marchés, de développer et renforcer son offre en fonction du marché qui s'ouvre, d'identifier les perspectives de changement et d'adaptation de son offre. Et pour tous, bien sûr, c'est changer la définition d'action de formation, rentrer effectivement dans notre culture qu'on peut former sur le lieu de travail, sur le poste de travail, qu'on peut aussi former à distance, et les labels qualité qui vont devenir obligatoires. Alors, à l'issue de cette présentation et pour tenir dans le timing, j'ai eu envie quand même de revenir un petit peu sur ce pourquoi s'adapter et ensuite comment s'adapter.
Pourquoi s'adapter? C'est vrai que c'est une question que je me suis longtemps posée. Nous, en tout cas sur mon marché, le RNCP est arrivé très tôt, notamment chez les concurrents. Et ça nous a forcé du coup à y aller, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur un marché, quand quelqu'un a un inventaire ou un RNCP, eh bien, en général, pour parler couramment, il rafle la quasi-totalité du marché, puisque à prix égal et à prise en charge supérieure, mais bien évidemment, tous les clients se précipitent sur l'organisme qui a le RNCP ou l'inventaire. Du coup, nous, on s'est retrouvés dès le début des années 2010 en difficulté. Donc, la question s'est posée. On continue soit à vendre avec des particuliers en direct, mais en sachant qu'on restera définitivement tout petit, ou alors on va vers cette adaptation et donc vers un titre RNCP. Bon, nous, on a choisi d'aller vers le titre RNCP avec un certain nombre de déboires. Le premier a été refusé, en partie parce que le dossier qui avait été fait à l'époque par un consultant, je ne m'en occupais pas, n'était pas excellent, et aussi parce que la CNCP avait décidé que ça ne passerait pas. Voilà. Donc, parfois, on a un peu de mal avec les instructeurs. Donc, ça m'a amené, moi, je disais en introduction, à vraiment me pencher sur la question, comprendre comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'était un référentiel de certification, et du coup, à évoluer aussi dans ma pratique de la profession et à commencer vraiment à me poser des questions, je dirais en tant que formateur, sur non plus le contenu de ce que je mettais en salle, qui reste très important, mais aussi quelles sont les compétences vraiment que je veux qu'ils aient et comment je travaille ces compétences tout au long de mon parcours de formation. Donc à rendre finalement encore plus pratique et plus applicable les formations que je faisais, je le dis en toute humilité. Non pas qu'on ne fasse pas du bon travail actuellement en tant que formateur, je suis persuadée qu'il y a 70 000 organismes de formation avec au moins autant de formateurs qui font actuellement du très bon travail, mais c'est vrai que c'est aussi une professionnalisation qui nous est proposée. Nous, on y est venu donc par obligation, pour découvrir ensuite que ça pouvait présenter un intérêt. C'est vrai que du coup, c'est une espèce de boucle de qualité qui se met en place, hein. On voit ce qu'on nous demande, on dit ah oui c'est vrai ça on le fait pas, et finalement on l'inclut dans le programme, on l'inclut dans la façon de travailler, et puis finalement on constate que les formations sont encore plus performantes, que on fait encore des choses de plus de qualité. Alors tout n'est pas bon, mais dans ce qui est demandé, mais il y a quand même des choses à prendre et des axes de réflexion intéressants. Je dirais aussi en conclusion que voilà, c'était déjà le cas pour 2014, mais c'est aussi le cas pour 2018. La volonté, très clairement, c'est de diminuer le nombre d'organismes de formation et de les professionnaliser et d'avoir une offre qui soit certifiante, calée sur le modèle allemand, en fait. Donc, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, le choix, c'est un peu soit rester et faire un peu du confidentiel, le temps que ça peut encore durer, ou alors effectivement aller vers ce genre d'adaptation. Donc, Formité dans tout ça, il vous propose de faire un vrai diagnostic de votre organisme de formation. Ça, c'est vraiment important pour nous. J'ai expliqué pourquoi, pour pouvoir vous proposer, vous préconiser parfois quelque chose de simple alors que peut-être vous seriez allé vers quelque chose de plus compliqué. Déterminer une stratégie de développement et en tenir compte de vos objectifs, de vos contraintes de temps, de vos contraintes de budget. Ce sont des dossiers qui quand même coûtent cher, prennent du temps, donc comment on les étale dans le temps, comment on fait avant. Tout à l'heure, je voyais une personne qui disait est-ce qu'il faut avoir 3 cycles révolus, oui et non. On peut se rattacher aussi à un titre RNCP, on peut trouver des moyens, ça coûte beaucoup moins cher qu'un dossier. Trouver une niche. J'ai eu une personne un jour qui voulait faire de la création d'activités, voilà, qui m'a dit je voudrais faire un inventaire. Et je lui ai dit mais non, mais simplement ça fait partie des exemptions. Donc prenez un numéro de déclaration d'activité, un datadoc, et vous pourrez comme ça vendre. Donc voilà, donc je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. C'est parfois plus simple qu'on se l'imagine. Et donc l'idée c'est mettons-nous autour d'une table, prenons un peu de temps, discutons, réfléchissons et trouvons ensemble des stratégies qui soient adaptées à vos moyens et à vos contraintes de temps. Nos différents services, donc on retrouve l'audit à 360 degrés. On fait aussi, moi j'ai un passé de directeur financier, donc de l'audit sur business plan, sur les finances,
Bien sûr, de l'audit sur vos prises en charge, mais aussi sur du marketing. On a des spécialistes sur de la vente. Bien sûr, tous les accompagnements qualité, l'accompagnement sur le RNCP, l'inventaire. L'aide à la transformation numérique de votre formation, ça j'y tiens beaucoup aussi parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis vraiment une pédagogue, je fais ça depuis 15 ans et je me suis aperçue, on l'a fait aussi, hein, prendre ce qu'on mettait en salle et puis le mettre en vidéo ou en slide et ça fonctionne pas, les gens s'ennuient, c'est long pour eux. Et vraiment, quand on pense transformation numérique, il ne s'agit pas de penser plateforme, il s'agit essentiellement de penser comment est-ce que pédagogiquement je vais revoir mon déroulé pédagogique, mon ruban pédagogique, pour que ça reste intéressant, attractif et vivant pour les personnes qui suivent. Et bien sûr, des formations que nous développons de plus en plus sur la réforme de la formation. Donc là, on a passé 1 heure, vous voyez qu'on peut y passer 2 jours sans aucun problème. Sur vendre son offre de formation et comment donc conseiller les clients et aussi comment développer son marketing, sur les nouvelles technologies de la formation et ce dont je viens de parler, la formation e-learning, sur remplir son Datadoc et bien sûr de façon basique sur comment remplir son bilan pédagogique et financier. Voilà, j'arrive à la fin de ce webinaire. J'ai tenu l'heure que je m'étais fixée, 45 minutes plus questions-réponses, mais je peux encore rester un petit peu pour répondre à certaines questions, mais simplement n'hésitez pas à cliquer donc sur le bouton pour prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers de formation et pour tous ceux qui doivent partir, ce que je comprends très bien, écoutez, merci de m'avoir suivi. Alors, questions-réponses, on fait encore quelques minutes, Pierre-Antoine, de questions-réponses, on peut rester en Oui, ligne comme vous le disiez, il y a un bouton qui vient d'apparaître sur la page, donc n'hésitez pas vraiment à prendre rendez-vous. C'est un rendez-vous stratégique de 30 minutes offert. Et évidemment, si vous avez encore le temps, Marie-Hélène, je vous invite à répondre à quelques questions, hein. C'est vraiment en fonction de vous. Oui. La réforme va-t-elle toucher la réforme des salariés? Oui. La formation des non-salariés, oui. Ben, elle a déjà commencé, hein, puisque y compris les personnes qui sont TNS, donc travailleurs non salariés, ont maintenant un compte CPF qui est abondé d'ailleurs depuis environ 1 an. Donc voilà, donc on va avoir aussi un CPF. Merci beaucoup. On pourra voir les slides. Est-ce qu'on fait un accompagnement sur l'OPQF? Oui, bien sûr. On le fait couramment. Les intermittents sont gérés par l'AFDAS et donc a priori entreprise de moins de 50 salariés. Je me permets d'intervenir, Marie-Hélène, concernant le commentaire de William. William, il y a 230 personnes qui étaient connectées, donc vous vous doutez qu'en 1 heure, c'est impossible de répondre en fait à toutes les questions. Donc on vous invite vraiment, à ceux qui ont encore des questions, à prendre un rendez-vous avec l'équipe Oui, de Formité. c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à autant de succès pour tout Exactement, voilà. Et je pense que merci pour votre compréhension, William, dans tous les cas. Oui, les CP, FFP, effectivement, ils ne sont pas inscrits systématiquement. Mais écoutez, c'est vraiment quelque chose qui est délivré par la FFP. Moi, je veux bien prendre l'information parce que ça m'intéresse aussi auprès de la FFP. S'ils savent au jour d'aujourd'hui ce que ça va devenir, ce qui n'est pas forcément évident. L'AFDA, c'est les intermittents, ça restera. Les OPCO, en fait, OPCA deviendront OPCO. L'AFDA, c'était une OPCA et donc ça continuera à fonctionner comme ça fonctionnait avant pour les entreprises de moins de 50 salariés. Eh bien, écoutez, il paraît que le bouton ne marche pas, Pierre-Antoine, ce qui est ennuyeux. Effectivement, je l'ai testé chez moi, il fonctionne. Donc je viens de mettre un lien dans les commentaires, formité.youcanbook.me. Vous pouvez vous rendre directement dessus et j'ai mis également une petite note qui vient de se coller à la conversation. Vous pouvez cliquer dessus, mais de mon côté, le bouton fonctionne. Donc je pense que c'est plutôt du côté de la personne concernée. Et je vois qu'il y a beaucoup de remerciements, donc je ne sais pas si Merci vous à allez vous. répondre à d'autres questions, mais en tout cas, merci à tous pour les personnes Oui. qui ont apprécié le webinaire. Merci à William aussi pour les félicitations pour l'affluence.
Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas donc à cliquer. Vous avez aussi le numéro de téléphone au cas où vraiment le lien ne fonctionnerait pas ni sur le chat, ni sur le bouton qui apparaît. Moi, j'ai pas le même écran que vous, donc là, pour l'instant, je ne le vois pas. Alors, je viens de Grand merci. retester le lien, Marilène, et le bouton, il fonctionne bien. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui doivent juste recliquer ou s'il y a beaucoup de clics, puisqu'on était nombreux à essayer dans une demi-heure ou dans une heure. De toute façon, on vous envoie tout ça également par mail à l'issue de cette webconférence. Oui, il y aura bien sûr d'autres webinaires ou en tout cas un minima. Maintenant que j'ai bien compris comment fonctionne la vidéo, vous voyez, je m'y mets aussi à tout ce qui est social, learning, etc. beaucoup. Il y aura au moins des séquences vidéo de quelques minutes pour vous informer au fil des actualités et des décrets tels qu'ils paraissent. Merci beaucoup. Merci à tous.